C'est un sujet aussi de controverse. On sait pas. On sait pas. On Tu sait mets pas. le flow. Au Mexique, c'est Addition. Ouais. Et moi, comme j'ai un peu américanisé le truc, étant donné que j'ai une culture américaine, qui est pas, c'est pas du tout vrai, mais Hello Kevin, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes intervenants, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec eux. Donc je vais te demander ta présentation perso. Petite touche, c'est quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit Tristan, j'ai rien à te raconter sur ma vie. On va tous découvrir pendant ce podcast. Donc j'ai bien hâte de voir ça, donc je te laisse te présenter. en réalité, je voulais pas teaser. Ouais. Je voulais pas que tu sois au courant de ce que j'allais te raconter. Donc, ouais. Alors, en fait, c'est simple. Je m'appelle Kevin. Ouais. J'ai fondé Addiction Tequila Ok. sur un coup de tête. Ok. Ça, c'est pas mal à mettre en Ouais. timeline. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis issu de la mode. Ok. J'ai des marques de maroquinerie, j'ai des marques de parfums, j'ai des marques de chaussures, de valises. Et j'ai un portefeuille avec 8 marques. Ok. Et un jour, je suis arrivé dans mon bureau, en réunion, et j'ai décidé de dire à mon équipe, on va lancer une marque de tequila Ok. pour le fun. Ok. Alors, avant que je dise que ça soit pour le fun, t'as toute la réunion qui rigole C'est bon. et qui ne me calcule pas vraiment. Ouais. Sauf qu'une semaine ou deux plus tard, je reviens et je demande où on en est. Et donc de là, se pose la question de savoir si c'est sérieux ou non. Et ce qui se passe, c'est que oui, j'explique que oui, je suis sérieux. Donc on lance le projet. C'était il y a combien de temps aujourd'hui? Alors Addiction, ça a 2 ans et demi, et ça c'était 2 ans et demi, 3 ans avant, donc ça il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Quel nom? Et en fait, donc on lance le projet. Ce qui se passe, c'est que moi, ma numéro 1 de mon bureau, elle est mexicaine. Je fais un raccourci rapide dans ma tête qui est de dire le Mexique Tequila, voilà, on va le faire. Sauf que je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça. La tequila, c'est un AOP. C'est une appellation d'origine protégée. Et tu fais pas de la tequila comme tu peux faire en fait une marque de sac à main, ou comme tu peux faire une marque d'habits, juste avec des idées, avec des fournisseurs, ça fonctionne pas. Et donc on avance, on lance le projet, on crée un bureau au Mexique. Ok. Où ça donc À Mexico City. On crée un bureau à Mexico City. Donc ma numéro 1 prend sa sœur avec elle pour travailler au Mexique. Et puis on commence à monter un bureau avec 2-3 personnes dedans. Et de fil en aiguille, on démarre gentiment. Alors moi, dans ma tête, en 2 mois, j'ai la marque. Et la BA. en 3 mois, j'ai mes produits et c'est fini. Ok. Mais ça, c'est dans ma tête. Ouais. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est un chemin de croix, que c'est quasi impossible. Et donc, on se retrouve face à des montagnes de problèmes constantes. Ce qui se passe, c'est que pendant 6 mois, j'appelle un peu mon bureau au Mexique pour savoir ce qui se passe. Et puis on me dit, écoute, il nous manque ça, on fait ça, il nous manque ça. Je me fais à l'idée que ça sera pas Pas de suite. Ouais. Mais bon, je me dis, c'est pas demain, ça sera après-demain. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il y a rien qui se passe. Ok. Parce que au bout de 6 mois, il n'y a rien. Au bout d'1 an, il n'y a rien. Au bout d'1 an, il n'y a rien. Au bout de 2 ans, il n'y a rien. Parce que pour toi, c'est pas évident quand même de gérer quelque chose à distance à, c'est quoi, 8000 km d'ici? Exactement, en plein Covid. Il n'y a rien, il n'y a aucune planète qui est alignée à ce moment-là. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est que j'obtiens pas mon numéro de CRT. Ok. Mon numéro de CRT, c'est la carte d'identité de la marque. Ok. Et sans ça, tu peux pas développer de tequila. Ok. Tu peux pas aller dans les usines de tequila pour développer un produit à des fins de business si jamais tu n'as pas ton CRT. Donc ton autorisation d'État. Il dépend de l'état mexicain. Exactement. Tu peux aller dans les usines faire des tours,
tu vas boire des conneries, des petits shots et des choses, mais tu pourras pas développer ton produit. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est bloqué. On est bloqué pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, je commence un peu à péter un câble avec mon bureau et je lui dis, écoute, on arrête, on continue, mais il faut que je sache ce qui se passe. Donc, je sache ce qu'on fait. Et donc là, mon bureau est un peu en panique parce qu'ils comprennent que je suis un peu énervé. Ils me disent, écoute, je te rappelle, laisse-nous une dizaine de jours pour trouver une solution, je te rappelle. On se rappelle, et puis mon bureau me dit, écoute, on a trouvé des avocats qui sont plus ou moins spécialisés là-dedans, qui peuvent peut-être nous aider, en tout cas plus que nous, puisqu'on arrive à un plafond de verre. C'est sûr. Après, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans? On a 2 ans là. Ah ouais. On a 2 ans d'attente, donc je paye un bureau où je te rappelle que le projet, il n'y a pas de but de business, il n'y a pas de but passif, donc ça commence à peser. C'est frais, ouais. Ça commence à peser. Et donc on a ce call avec ces fameux avocats. Ouais. Et ces gars-là me disent, écoute, nous, on peut peut-être t'aider. C'est des missions de 18 mois. On te garantit rien. Ça marche, on va tout faire pour que ça marche, c'est tant mieux. Si ça fonctionne pas, et bah voilà, t'es au courant. À côté de ça, il faut nous payer d'avance. Et à côté de ça, faut jamais nous appeler. Ok. Faut jamais nous demander où on en est, faut jamais nous mettre de pression. Moi, je suis dans une grosse période au niveau de la mode, puisque c'est la période de la fin de l'année, les cadeaux, etc. C'est une grosse activité. Et je dis aux avocats, écoutez les gars, bon, je vous rappelle, en fait, j'ai l'impression de me faire prendre pour un con, et j'ai pas le temps, et je suis plus du tout dans ça. Je lui dis, ok, je vous rappelle dans 1 mois ou 2, dès que j'ai le temps. Ce qui se passe, c'est que j'ai une lumière qui me frappe la tête, et je sais pas pourquoi, encore aujourd'hui, je décide de prendre mon téléphone et de les appeler, et de leur dire, ok, banco. Ils me disent, ok, donc t'as compris, tu nous appelles pas. Je lui dis, ouais, t'inquiète pas, et tu nous payes l'avance. Alors, C'est vu ça. avec le décalage horaire ici, le bureau est fermé, etc. Je dis, ok, bon, je te payerai demain. Pas de problème, dès que tu nous payes, on envoie du steak. On démarre, donc je valide le truc, ils me disent, et n'oublie pas, hein, tu nous appelles pas. Je dis, ok, t'inquiète. Comment et sur 18 mois, parce que 18 mois c'est long, hein. Tu les appelles pas ton 18 mois, c'est ton... Attention, ça peut arriver en 1 mois. Hein. C'est sûr. Mais parce que nous, on a déjà travaillé depuis 2 ans, ça peut arriver en 1 mois. C'est sûr. Comme ça peut arriver en 18 mois, comme ça peut pas arriver. En gros, c'était de la prévention du genre, ne nous harcèle pas, ne nous mets pas la pression, et nous, on veut travailler, mais tranquille. Tranquille, exactement. Et donc, j'accepte, et je les appelle pas. 5-6 mois passent. 5-6 mois passent, et je les appelle. Je les appelle parce que je vois qu'il se passe rien. Donc je les appelle, et puis moi je suis un peu un malade parce que je suis hyper impatient. Dans tout ce que j'entreprends, il faut que je vois les résultats, il faut que je sorte les trucs, et ça voilà. Et donc j'appelle les gars au bout de 6 mois. Je leur dis, hola, ¿qué tal? So what's up? Et ce qui se passe, c'est qu'ils me disent, écoute, on a processé, on a avancé, on n'a pas oublié, on a embordé le truc, on a réembordé parce que nous on avait déjà travaillé de notre côté. Là aujourd'hui, les administrations prennent leur temps, on tient au courant. Et il me fait une blague, au fait je t'avais dit de nous appeler. On rigole, mais bon, on rigole un peu, tu vois. Et j'ai dit, ok, bon, on se raccroche. 2-3 semaines plus tard, il me rappelle, il me dit, c'est bon, on a le numéro de CRT. On a le temps des alimes. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue parce que là, en fait, si tu veux, pour moi, dans ma tête, c'est là que ça démarre. Et comme je te l'ai dit il y a 2 minutes, je suis impatient à souhait. Donc pour moi, dans mon esprit, depuis 2 ans et demi, je paye un bureau à rien faire. On veut toujours dire, allez, vous envoyez, ça envoie là. Exactement. Donc on arrive au Mexique, et quand j'arrive au Mexique, je me rends compte qu'en fait, tout le travail qui a été abattu par mon bureau, parce que, en fait, au lieu de faire de la façon qui est classique et qui est normale, c'est-à-dire que tu obtiens tes autorisations, après tes autorisations, tu commences à développer, à faire du sourcing, après ça, tu commences à faire du testing produit, et puis tu lances. Tu commercialises. Sauf que moi, j'ai tout fait à l'envers, comme je suis pas alcoolier, comme je sais pas comment ça fonctionne, j'ai tout fait à l'envers. Donc j'ai lancé les sourcings, j'ai lancé les... Et donc en fait, on a avancé grave à ce moment-là. Et je me rends compte
je me rends compte que mon bureau a fait un travail de malade. Ouais. Donc oui, ils avaient fait quoi concrètement pendant En ces fait, 2 ils ans? avaient déjà travaillé avec les usines sans rentrer dedans. Ouais. Mais ils Ouais, avaient ils déjà... avaient tout le process après pour Exactement. développer. Ils avaient déjà les 2-3 usines Ouais. où on allait faire des tours, nous, avec nos produits. Toi, tu m'expliqueras après comment Exactement. fait le développement produit. Exactement. Donc, on avait déjà les 2-3... Ouais. La partie usine, on avait déjà la partie logistique. Ouais. On avait déjà aussi la partie céramique. Ok. Parce que toutes nos bouteilles sont en céramique. Ouais, on les voit là. Voilà, on les voit, mais pour te remontrer, toutes nos bouteilles sont faites à la main. À la main au Mexique. À la main au Mexique. Pour faire une bouteille de tequila, en fait, de Addiction, il nous faut 12 jours. En 12 jours, une bouteille. Une bouteille. Donc, c'est de l'artisanat poussé au max. Ouais. Et je suppose que la tequila, elle est maturée ou... Je vais t'en parler. Et donc, en fait, à ce moment-là, on a gagné énormément de temps sur le sourcing. Ouais. Génial. Donc, je suis comme un fou, on est au Mexique, on fait le tour, on va voir les usines, on commence un petit peu à comprendre, moi en tout cas, je commence un peu à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, parce que je te rappelle que c'est censé être un hobby et une passion, et ça doit durer 5 minutes aussi. Je dois faire une production, je dois m'arrêter là. Donc, je me prends d'amour pour le process, je me prends d'amour pour vraiment tout l'environnement global. Et donc, on finit par choisir une usine de tequila. Au Mexique. Donc, toi, tu vas au Mexique, tu prends ton avion. T'avais quoi? T'es accompagné quand même? Parce que si je connais avec mon équipe du Mexique, mais je suis aussi avec notre numéro 1 qui est au bureau ici. Donc, on part ensemble et on va faire le tour. Et puis là-bas, du coup, on est attendu par tous nos partenaires. Donc, potentiels partenaires en devenir. Donc, on est une belle délégation. Ouais, tu m'étonnes. Une belle délégation. Et en fait, pour que tu comprennes, la tequila, ça se fait que dans 2 endroits dans le monde. Ça se fait à Tequila et à Jalisco, qui est des villes à côté de Guadalajara. C'est un petit échange là-bas. Ah, donc, moi, je connais donc tu sais de quoi il s'agit. Ouais. Et donc, on va à Guadalajara. En fait, on fait Paris-Mexico, Guadalajara, et puis après, on va dans les usines, on fait le tour. Et on finit par sélectionner notre bonne usine au bout de 2-3 tours, pour que tu comprennes. Comment tu choisis une tequila? Exactement. Alors, au même titre que c'était très compliqué d'obtenir le CRT, tu as des obligations envers ton usine de tequila. C'est-à-dire que... volume? Non, pas du tout, mais en termes d'éthique, c'est-à-dire que si je décide de travailler avec toi en Maestro Tequilera, je peux pas travailler avec ton cousin ou ta cousine, je peux travailler qu'avec toi. Je peux travailler qu'avec toi puisque, en fait, c'est régi, il est écrit qu'on bosse ensemble et que voilà, qu'en réalité... T'as un fournisseur. T'as un fournisseur. Donc, il faut bien choisir à ce moment-là. Ça va être lequel le bon. Et nous, on choisit parce qu'en fait, on se prend d'amour pour le maestro. Je lui explique un peu ce que je veux faire. Et je lui redis que c'est... En fait, je lui explique mon histoire, que c'est une histoire un peu folle, que je fais ça juste pour faire un kiff. Eux, à la limite, à Jalisco, ils connaissent, puisque bon, ils ont tous des usines, ils ont tous fait des marques pour se faire kiffer, et voilà, ils n'ont jamais commercialisé. Mais là, un Français qui vient de l'autre bout du monde, qui s'est fait chier avec ses histoires de CRT, qui s'est fait chier avec l'administration, c'est sûr. pour au final monter une marque de tequila et qui veut jouer boire avec tes potes. Tu vois, ils arrivent à comprendre un peu que le personnage... Un peu le délire, Et donc, on avance. Et puis, on tape dans la main avec lui, on dit « Ok, let's go, on avance ensemble ». À ce moment-là, vient le process de la tequila. Donc, il nous explique un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Comment c'est fait à base de quoi, la tequila? C'est fait à base d'agave. Alors, l'agave, c'est une sorte d'ananas ou une tête de palmier qui pousse dans le sol et quand il arrive à maturité. Donc, nous, on utilise des agaves bleues de 7 ans. 7 ans d'âge. Quand ça pousse dans le sol, à l'arrivée au plus grand, ça va peut-être faire 1 mètre sorti du sol. Et puis en fait, le fruit va être géant à l'intérieur. Ça dépasse pas, ça devient jamais un arbre. Ça devient jamais un arbre, ça reste des plantations d'agaves. Après, tu les coupes et elles se régénèrent un peu. Exactement. Et donc, la tequila vient de l'agave. C'est un produit qui est donc récolté au Mexique. Et ensuite distillé. Pour que tu comprennes rapidement, toutes les tequilas du monde viennent de la tequila blanco. C'est en fait la tequila de base, c'est le produit de base. Et c'est blanco de 0 à 3 mois. Ensuite, ça devient de la reposado de 3 à 12 mois. Et toi, tu es sur quelle gamme?
Alors moi, je démarre avec de la Reposado. Ok. Moi, je démarre avec de la Reposado et puis je dois rester avec de la Reposado encore une fois. Ça doit être le seul produit que je vais lancer. Et donc après, tu as de la Reposado de 3 à 12 mois. Ensuite, tu as de l'Agniro de 12 à 24 mois. Et après, tu as de l'Extra Agniro up to 24 mois. Ok. Déjà, c'est vieilli en fût, Exactement. Ok. Alors, nous, on fait vieillir nos produits en fût de chêne français pour la Reposado. Ok. En fût américain pour l'Agniro. Donc, tu les fais venir de France Non, c'est des fûts qui sont déjà là-bas. Ok. C'est des fûts neufs. Ok. Mais oui, l'usine. L'usine fait. Exactement, fait le job. Ok. Le job, rapatrie des fûts et fait tout là-bas. Donc, on est à la partie des testings. Puisqu'une fois qu'on a validé l'usine, on commence à là, c'est le truc intéressant. Exactement. Mais encore une fois, comme je ne suis pas alcoolier, il faut voir comment je le fais. C'est-à-dire que c'est un métier. C'est un métier. et donc, en fait, on fait les testings avec les équipes, avec tout le monde. Sauf que au lieu de déguster et de recracher dans le crachoir, nous, on boit et on boit la gueule. Donc, on passe un temps là-bas de fou. On finit par faire des barbecues, on reste. En fait, il y a une expérience de dingue. Tous les Mexicains sont conviviaux et tout, sympas. Lui, le maestro, il voulait qu'on reste le plus longtemps possible. Il voulait qu'on fasse la teuf, qu'on fasse des barbacs et qu'on boive de la tequila. Ce qui s'est passé. Tu es resté combien de temps là-bas? Alors, on a fait plusieurs missions. Mais là, la toute première, quelque chose comme 1 mois et demi. Ah ouais, quand même. Et je dois gérer aussi le reste. Tu m'étonnes, donc c'était chaud. Mais c'était important, c'était essentiel. Et donc, on fait les testings. Et 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. Et on fait peut-être 150 ou 200 testings pour arriver à ce que je veux plus ou moins. Moi, j'ai déjà en tête ce que je veux. Comment tu la façonnes un peu ta tequila? Et ben, en fait, on est donc installé sur une grande table. Et là, le maestro nous apporte des échantillons de ce qu'il peut nous proposer. Et derrière, il y a aussi des ingrédients qu'on peut rajouter. En fait, pas des ingrédients parce que la tequila, c'est très spécial. Suivre l'AOP, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais il t'explique que plus on reste en fût longtemps, plus le bois va venir exactement. Et si on prend un bois français, ça peut être la même chose qu'un bois américain, ça peut être la même chose qu'un bois chinois ou mexicain. Donc, tu as tous ces process-là. Et eux, ils ont des petites machines qui permettent de faire artificiellement le vieillissement. Donc, ça te permet de jauger. Tu n'es évidemment pas sur la version finale parce qu'après, il faudra quand même le temps que tu as décidé de vieillir pour avoir le produit terminal. Mais oui, et donc on fait tout ça, on avance, on fait des testings, et des testings, et puis on fait toutes les missions. Et à un moment donné... Tu les ramènes en France et tu les fais... Je ramène, des fois je les ramène pas, je les fais renvoyer parce que c'est compliqué. Mais on fait évidemment goûter un maximum de monde. Mais c'est ça aussi le problème, entre guillemets, c'est que quand tu fais goûter à trop de monde, c'est biaisé. Tout le monde a des avis différents. Et toi, tu pètes un câble parce que tu savais ce que tu voulais. Et ça te perd. Et en plus que ça te perd, même avant que tu fasses goûter aux autres, à force de goûter d'autres choses, ton idée, elle change, elle évolue. Donc, à un moment donné, tu reprends tous tes testings, tu reprends toutes tes notes, tu dis merde, je suis loin de ce que je voulais faire. Donc, tu recommences. Donc, c'est long. Donc, tu recommences, donc c'est long. C'est vraiment très long. Mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Après, quand tu vois entre le moment où ça a commencé et là, il se passe pratiquement 3 ans. Et là, tu te dis, là, c'est bon, j'ai le bon produit, je suis au Mexique. Comment tu vas aller l'importer en France? C'est beaucoup plus compliqué. Je vais tout te raconter, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. C'est complexe. Et donc, on travaille avec l'usine de tequila à ce moment-là. On doit aussi travailler avec l'usine de céramique. Que tu comprennes, l'usine de céramique, elle est dans les Stadios de Mexico. Elle est à 2 heures de voiture de Mexico City. Donc, nous, on est à Guadalajara. Enfin, on est l'aéroport le plus proche de Jalisco à ce moment-là, c'est Guadalajara. Donc, on retourne à Guadalajara, on va à Mexico. On prend 2 heures de voiture. Exactement, on va dans les Stadios de Mexico et puis on rencontre les usines de céramique. Les usines de céramique, pour que tu comprennes, c'est toutes petites usines familiales. Tu as 4 générations qui travaillent dans l'usine. Mais quand je te dis petite, bon là on va pas voir, mais vraiment... Si on a un plan là qui montre... voilà, la taille du bureau, plus un petit peu là-bas, et t'en as partout, et t'as des gens qui font de la céramique, et des tout petits trucs. Et puis on s'est pris d'amour
pour l'histoire. Pour les personnes aussi. Exactement. Ouais. Pour leur histoire, qui est, à un moment donné, tu as le chef de l'usine qui vient me voir, qui me dit, écoute, si tu nous donnes ce contrat, nous, ça change le destin de notre famille pendant 2 générations. Alors qu'à ce moment-là, on parle de faire 2000 bouteilles. Ouais. Oui, pour une échelle commerciale et... C'est ça. Et en termes de volume, c'est un tout petit truc, quoi, au début. Rien du tout. Ouais. Et puis, eux ont l'habitude de faire des tout petites choses, des tasses à café, ça va être le plus gros truc. Et ça, tu commences à développer des petites Non. et après, ou direct des bouteilles classiques, en fait, 70 centilitres. ce que je développe au départ, c'est la Reposado en 70 centilitres, qui est censé être le seul produit. Toute la vie d'être jeune, ça doit s'arrêter là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on rencontre ces gens-là dans les usines, on se prend d'amour. Avec tes plans, tes dessins, etc. Exactement. Nous, on a fait faire les bouteilles par des designers. On en a vu 4-5. Le 5e était le bon. Tous ceux d'avant, c'était un peu bizarre. Et puis le dernier était un peu loufoque. Mais c'est ça aussi que j'ai apprécié. Et c'est aujourd'hui, la bouteille de l'époque, c'est aujourd'hui la bouteille... Non, on l'a modifiée. En plus de 24 mois, à peu près 28 mois, aujourd'hui, on a changé 8 fois de version. C'est des petits détails que tu verras pas forcément. Mais ils font la différence pour nous. Je te montrerai des bouteilles d'avant contre VS des bouteilles d'aujourd'hui. Tu verras la différence peut-être. Et donc on modifie et on valide cette usine de céramique parce que je trouve que l'histoire est folle. Et ça me fait plaisir. Et puis je suis vraiment à ce moment-là, je suis vraiment dans le truc. Et je suis vraiment... Ok, c'est top, je fais un produit mexicain, je prends une usine de céramique mexicaine hyper artisanale, je suis dans mon truc. C'est pas évident d'avoir confiance en des gens sur des petites structures à l'autre bout du monde où c'est vraiment à l'affect, comme tu le dis, d'aller... comment tu vas aller manager ça un peu tous les jours En fait, j'avais un bureau. Enfin, t'as un bureau qui s'en occupe. J'ai un bureau parce que si j'avais dû le faire moi d'ici, c'est impossible. J'abandonne. Et donc on arrive à le faire et puis on valide avec eux et ce qui se passe c'est qu'on lance le premier proto, donc au bout de la 2e ou 3e mission, là on est 6 mois après, je retourne là-bas et je pars avec ma première bouteille de céramique. Je suis comme un dingue. Pleine ou vide? Vide, mais j'ai comme un ouf. Tu vois, en parallèle on continue d'avancer aussi avec la tequila, avec le jus. On n'a toujours pas finalisé le truc, mais on avance bien. Donc là on est plus ou moins sur la fin. Donc plus de 3 ans, 3 ans. Ouais, on est à peu près 3 ans. Et donc, on développe le truc. Et puis, je vais récupérer ma première bouteille de céramique. Et ça venait à la fin d'une mission, ma dernière mission justement au Mexique. Et je dois aller à un anniversaire. Je dois aller à un anniversaire à Megève. Et je prends ma bouteille. Et je dois y aller, en fait, je dois partir du Mexique et aller directement à Megève. Je prends ma première bouteille de céramique et je dis, c'est top, je vais la montrer à mes potes. Comme ça, on va voir comment est-ce qu'elle se comporte et qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Donc, je dois retourner à Guadalajara. Donc, je fais Guadalajara, Mexico, Paris, Genève, Megève, tout dans le même jour, même jour, nuit. J'arrive à Megève et on dormait dans un chalet avec mes potes, on était une quinzaine. Et je suis fracassé parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai ma bouteille, toujours, elle a survécu. Quelques tequila avant le voyage. Elle a survécu en plus à l'altitude. Peut-être qu'elle aurait pu se fendre en 12. C'est vrai que ça existe. Moi, ça m'est déjà arrivé de ramener une bouteille et qu'elle arrive. Évidemment, avec la pression. Et je la vois et je dis putain, magnifique, il s'est rien passé. Trop cool. J'arrive à me faire. Et là, je décide de dire ok. En fait, finalement, je suis très fatigué. La bouteille, elle vient de faire 24 heures de voyage. J'ai réussi à pas la casser, c'est un miracle. Je vais peut-être pas la prendre ce soir au resto, parce que je pense qu'avec l'engouement des gens, c'est sûr pas les bonnes conditions. C'est sûr qu'elle se casse. En plus de ça, j'en ai besoin pour travailler le lundi matin au bureau. Ici. Et je dis, ok, c'est mort, je la prends pas. Je la laisse au chalet. On fait l'anniversaire, on fait les célébrations. Moi, je rentre après le gâteau. Je rentre dormir. Quand je me lève le matin, je vois que sur la table de la cuisine, il y a plein de bouteilles d'alcool. Les mecs ont fait une teuf. Et je lui dis, ok, c'est ouf. En fait, je vais prendre ma bouteille et puis je vais la mettre à côté. Je vais voir comment est-ce qu'elle se comporte. Voir si dans un environnement de bouteille, je m'en sors bien. Et je me rends compte qu'elle est trop basse. Elle est pas assez haute.
Donc à partir de là, en fait, je pète un peu un câble et je dis, il faut que je trouve une solution, parce que même si ce produit n'a pas de vocation de business, il faut qu'elle soit à la hauteur de ce qui se passe ailleurs. Les bouteilles aujourd'hui, elles sont bien ancrées. C'est très long, c'est très grand, c'est beaucoup de marketing, il faut qu'elle soit visuelle. Et je décide de dire, ok, on va changer le truc. J'appelle le designer, je lui dis, écoute, designer, on a un problème, la bouteille est trop basse. C'est pas bon. Il nous renvoie des plans, et les plans sont juste catastrophiques. Il a allongé la bouteille, il l'a rétréci, enfin, on n'est plus du tout sur le charme de la bouteille. Original. Ça ne va pas. Ça me va pas, donc j'arrive le lundi matin au bureau et puis je fais une réunion avec mes équipes. Et de 11h à 13h, on ne trouve pas la solution, tout le monde part déjeuner. Et les filles se sont arrêtées à acheter à manger. Et des petits verres, des petits bols, des couverts chez Ikea, et ils reviennent manger. Ils reviennent au bureau. On repart en réunion à 14h. Pendant une petite demi-heure, on ne trouve pas la solution. Il reste sur la table un bol Ikea que je décide de retourner. Que j'ai là dans le bureau, que je vais t'amener tout à l'heure. Ok, énorme. Plaisir. Et je décide de retourner le bol et de poser la bouteille dessus. Et donc en fait, pour que tu saisisses, première bouteille du Addiction. Ok, première version. Avec le petit shooter en haut. Exactement. Deuxième version, avec le bol Ikea, que je retourne. Donc là, tu gagnes... tu gagnes les... qui font que... Tu vois ta bouteille. Même contenance, même... tout pareil. C'est juste le bol au-dessus. Tout pareil. Génial. Juste que le bol, en fait, à un moment donné, là, j'ai décidé de le retourner et puis... D'accrocher. On commence à faire les mesures et puis on l'envoie au Mexique. Et là, la bouteille, on l'a. Ok. Là, la bouteille, on l'a. Là, c'est... Franchement, c'est un socle, en fait. C'est son petit podium. Exactement, son petit podium. Et donc là, je suis super content. Mais à ce moment-là, on n'a toujours pas la tequila. À ce moment-là, on n'a toujours pas le jus qui va dedans. Et tes potes, tu leur as quand même montré quand bien sûr. Ben, on était tous ensemble. Tout le monde était super... Oui, tu devais leur en parler depuis des mois. Exactement. Années, et puis les mecs étaient très contents de voir. Et puis c'était beau, c'est nouveau, c'est... c'est toujours sympa de voir son pote avec un projet qui arrive avec le truc concret. Évidemment. Bon, ils avaient un peu les boules qui arrivent dedans. C'est sûr. Ça, c'est encore autre chose. Mais notre étape. Exactement. Mais bon, voilà. On a enfin la bouteille. Ok, cool. Donc là, je suis content. Et on travaille maintenant sur les testings. Et on finit par faire la fin des testings à distance. Ok. Donc, nous au bureau, et puis le Mexique au Mexique, ils nous envoient des échantillons. Ok. On travaille avec des échantillons qui vont de la lettre A jusqu'à Z, avec 5 échantillons à côté, A, 1, 2, 3, 4, 5, pour pouvoir les nommer et pour pouvoir en fait faire du sampling. Ok. Et on arrive à la lettre M, qui est un produit très bien, complètement dans le brief. Sauf que par perfectionnisme, je décide de rajouter des choses et d'enlever des choses et vraiment avoir un produit final, parfait. Ce qui se passe, c'est que la lettre d'après, donc la lettre N, et qui m'est envoyée par le maestro, c'est une catastrophe, est un truc qui est complètement out du brief, peut-être avec du piment dedans, un truc imbuvable. Je m'énerve avec le maestro, et de là, il me dit, écoute, redonne-moi une dernière fois le brief, si jamais on l'a pas, tu viens, nous on est au Mexique, de toute façon, on ne bouge pas, l'usine elle est là. Et je lui dis, ok, oui, c'est ce qu'on va faire. Et puis il nous envoie la lettre d'après, qui est la lettre O, et qui est un produit formidable, enfin qui est Addiction, quoi. Qui est Addiction. Et la recette n'a pas bougé depuis? Non, elle n'a pas bougé. La recette n'a jamais bougé parce que, en fait, on a mis tellement de temps à la façonner. Que c'est la même de la marque. Exactement. Et donc, on valide deux trucs. Et de là, on a notre produit. On est au mois de février-mars 2022. Et se passe évidemment encore pas mal il y a pas mal d'embûches sur notre route. C'est-à-dire qu'on n'obtient jamais les autorisations d'exporter le produit. Ça, c'est galère aussi. Sur de l'alcool, s'il y a un pays, en plus, je pense qu'ils doivent être contrôlés sur tous les
surtout ces produits-là, en plus, un AOP où tu as un contrôle en plus, tu as plein de ça. Et c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Et puis moi, je me dis à ce moment-là, parce que ça reste 1 mois et demi, je crois, dans les usines, je me dis, bon, bah, j'aurai jamais le produit. J'ai fait tout ça pour aller jusqu'au bout du kiff, mais j'aurai jamais le produit. Et à tel point que je suis pas loin de me dire, moi, je vais retourner au Mexique, mais je vais faire quoi? Je vais parler avec qui? Avec la douane du Mexique? Qu'est-ce qu'il va me vouloir, quoi. Tu vois, il va peut-être me mettre en prison. C'est j'appelle. Et puis, je sais pas, du jour au lendemain, ça se décante. À force de pression. Parce que, attention, pour voir que mon bureau, je monte le bureau en pression, que ce soit le Mexique ou ici, je parle que de ça. Je peux me parler de tout le sujet, que de ça, je suis en boucle, on se dirait un fou. Et on arrive par sortir le produit de la douane. Et là, on monte le conteneur sur le bateau, et puis, truc qui n'arrive jamais, pour te dire, moi je suis issu de la mode, donc je connais les histoires de transport, de conteneurs, et j'en ai fait des conteneurs. Et là, une histoire de fou qui n'arrive jamais. Le conteneur monte sur le bateau et décide de redescendre parce que en fait, c'est trop lourd. Une histoire. Ah oui, ok. Et là, je me dis, bon, bah, c'est dans la suite logique de mon histoire que. Je vais attendre. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de bas, et un peu de haut. Et il y a redémarre. Et là, en plus, c'est là. Tu sais que ça arrive. C'est chiant. C'est chiant. J'ai tout. Et pleine en plus. Pleine, ça y est, c'est fini. C'est fini. Et bon, et finalement, on arrive à se démerder et à exporter le produit. Exporter le produit du Mexique et l'importer surtout en France. Moi, entre-temps, j'ai passé mes entrepôts de la mode sous douane. C'est une règle importante pour pouvoir stocker de l'alcool, pour que la douane puisse venir quand elle veut, faire ce qu'elle veut dans les stocks. Et donc, je livre la marchandise. En France, en entrepôt sous douane. Et là, je décide de livrer 2-3 colis à un pote à moi, un de mes meilleurs potes, qui a un resto à Saint-Tropez. Et je lui livre. Et on est censé, donc c'est ma première commande, on est puisque je lui facture, puisque c'est de l'alcool et qu'ils l'ont acheté, donc je lui facture. C'est obligé, Et ce qui se passe, c'est que je dois. Donc en fait, je lui vends pour pouvoir la racheter avec mes potes. Avec les autres potes, et avec lui aussi, mais aussi les autres potes. Et ce qui se passe, c'est que les gens commencent à faire des stories et sur Instagram, avec des bouteilles, etc. Et là, le truc commence à me dépasser un petit peu. Et je commence à me faire en fait appeler, démarcher par des gros groupes pour référencer le produit. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que du kiff et du kiff de pouvoir la boire avec mes potes, du kiff de la référencer chez un pote à moi, devient un truc beaucoup plus global. Et on se retrouve à être vendu dans 50 ou 60% de Saint-Tropez. C'est la référence en France sur ça, quoi. Et puis même dans l'Europe, si tu veux. Même en Europe. En fait, les mecs font un tour. Ils vont à Ibiza, ils vont à Saint-Tropez, ils vont à Mykonos, mais le triangle, c'est celui-là. Et donc, en fait, il y a un truc un peu, il y a un engouement qui se passe autour de la marque qui me dépasse un peu. Et là, je suis un peu comme un ouf. Je suis constamment au téléphone, en train de parler, d'expliquer un petit peu la marque, etc. Et donc, on se fait référencer dans 60% de Saint-Tropez. Et en parallèle, on se fait référencer aussi à Paris. Et en même temps à Lyon et à Marseille. Et donc là, je comprends qu'en fait, le truc qui est un kiff avec mes 2500 bouteilles que j'ai lancées qui devait durer toute ma vie, c'est fini dans 5 minutes. Il faut les boire, les 2500 bouteilles, quand c'est un kiff. Ça tient toute la vie. C'est ça. Moi, j'avais projeté pour toute la vie. Voilà. C'est un bon kiff sympa. Finalement, c'est que je crois qu'on était plusieurs à vouloir faire partie du truc. Et donc, on a bu beaucoup plus rapidement. Et en fait, on se fait référencer aussi. En fait, je me fais démarcher par des distributeurs. À Saint-Barthélemy, en Espagne, à Monaco, et donc en France. Et à ce moment-là, il y en a un cinquième, le Canada. Le Canada. Et donc, en fait. Donc là, c'est combien de temps après la première livraison Tout de suite. On est au mois de juin à ce moment-là. On est au mois de juin et c'est tout de suite. C'est-à-dire que en moins d'un mois, on était référencé dans les plus beaux lieux d'Europe. Et en même temps, on était en train de signer des distributions avec l'export. Sauf que moi, encore une fois, comme je ne suis pas de ce milieu-là, je ne comprends pas grand-chose. Et quand les distributeurs m'appellent pour me dire on va te faire la distribution, je dis non, t'inquiète, je vais la faire moi.
Ouais. Ça n'existe pas. Non, ça existe. Ça n'existe pas parce que c'est de l'alcool, mais ce que tu peux pas distribuer parce que Pour un réseau de malades, ça fonctionne. surtout, ouais. Et après, je finis par comprendre que oui, les distributeurs, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Et donc, en fait, en un mois et demi, on a vendu les 2500 bouteilles. Ok. Donc, on reproduit un peu plus en masse. Et là, déjà, tout à l'heure, tu me posais la question de savoir si j'allais changer la bouteille. Ouais. Déjà, là, on a commencé à resolidifier un peu plus la bouteille. Ouais. On a commencé parce qu'on avait le bol là. Et même là, c'est la première version. Ouais. C'est un peu plus poreux. Je vais te montrer la version finale qui se trouve de l'autre côté. On est encore sur d'autres versions exactement. Et en fait, les gens avaient des problèmes avec le fait que ça soit un peu rêche. On est venu un peu quand tu as une belle bouteille, tu la veux un peu douce, un peu. Exactement. Donc on la veut un peu douce et on a modifié la bouteille. Et à partir de là, en fait, on croit que ça va devenir un business. Ouais. Et on a des demandes de nos clients. Et du coup, maintenant, on a des clients. Du coup, maintenant, on est bien référencé. On nous demande de développer, de faire d'autres choses. Ok. Notamment une Aniro. Ok. L'Aniro, c'est l'orange. Ok. Là-bas. Et là, pour le coup, je vais te le donner parce que comme ça, tu peux voir la différence. Ça aussi, c'est encore une autre version de bouteille. Là, on est sur nos bouteilles plus ou moins actuelles. Ok. Là, ce que tu peux constater, c'est pour le coup, c'est vraiment plus du tout au toucher. T'es vraiment plus du tout sur un produit rêcheux. Ok. Ici, on est venu mettre des petits coins pour justement tenir la bouteille. Est-ce qu'on n'avait pas ici? On est venu aussi modifier un peu la bague en haut là. Exactement, avec les logos. Avec là, on est venu se profiter. On va montrer une petite à la vidéo. C'est marrant. Et donc on développe. On développe, et puis on développe l'Aniro, et puis on développe après aussi le Mezcal, qui est la bouteille blanche. Et puis cette année, on a lancé notre Blanco. Ok. Qu'on voit là derrière. Exactement, en vert. Ok. Et depuis le départ, les clients un peu club, boîte de nuit, etc., nous demandaient de mettre de la lumière dans la bouteille, ce qui n'était pas possible. Non, c'est sûr, c'est opaque. Et en fait, sur la Blanco, on a réussi à le faire puisqu'elle est transparente. Ok. Et on est venu faire un truc qui n'existe pas aussi dans cette industrie-là, c'est qu'on est venu rétro-projeter le logo. Ok. Ah, sympa ça. Donc c'est-à-dire que quand tu allumes la bouteille, tu as le logo qui se met au sol. Une sorte de Batman. Ouais. Génial. Génial. Parce que en termes de gamme, la Blanco, c'est la plus pure. C'est ça. Ouais. C'est la plus pure, c'est l'entrée de gamme. C'est le gamme, ouais. Mais celle qui est pas, c'est celle qui est pas maturée, c'est toujours un produit blanc. Ok. Mais tu as une vraie demande du consommateur, pas trop en Europe, mais plus sur le marché américain. Ok. Plus sur le marché américain. La Blanco, c'est ce que tu bois quand tu fais les fameux tech paf. Exactement. Ok. Bon, ça après, sur une tequila premium, c'est plus c'est trop. dommage. Ça existe plus trop. C'est dommage. Parce que là, aujourd'hui, le produit est quand même bien travaillé. Plus que les besoins de mettre du sel, du poivre, du couscous, tu vois, c'est fini. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais oui, c'était le produit de base. C'était le produit de base. Et donc, c'est aussi important pour nous d'avoir un produit blanc. Ouais. C'était l'entrée de gamme pour permettre après à ceux qui commercialisent d'avoir toute une gamme et pour pouvoir arriver dans les restaurants, les établissements et tout en montrant. Exactement. On a tout le range. Et voilà, on commence de la Blanco jusqu'à la Red Bureau. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans combien de villes? On est dans 24 pays. 24 pays. On est dans 24 pays, donc en 27-28 mois de distribution. Ça représente plus ou moins combien de bouteilles? On va finir l'année avec 40 000 bouteilles. Ok, ouais, donc c'est rien à voir avec les 2500 GD. Non, c'est fini. C'est un très très beau stock. C'est fini. Là, je peux en boire pour plus de vie que j'en ai. Ouais. Et là, le déclic, ça a été le moment où on t'appelle, où tu reçois des notifs, etc. On te dit, là, Kevin, il y a un produit un peu sympa, un peu qui marque. Ouais. Tu vois un peu sur les réseaux. Comment aussi tu sens que le produit devient viral sur les réseaux sociaux? Parce que la bouteille va être belle, les gens t'en parlent autour de toi, tu fais venir des influenceurs ou tu t'envoies ça je vois que tu envoies ça à des DJ, à des beaux établissements avec des collabs. Comment tu vas pouvoir surfer sur le buzz? En fait, pour te dire la vérité, j'ai rien fait de spécial. Ok. J'ai rien fait de spécial. En fait, ça s'est fait tout seul. Ouais. Qu'il y ait une cohésion autour de la marque.
il y a une cohésion autour du produit. Ouais. Et en fait, tu me parlais des DJ, tu me parlais des mecs qui organisent des teufs. Tout le monde s'est pris d'amour pour la marque. Ouais. Plus que pour moi, hein, parce que moi, en Oui. soi, j'interviens pas. Oui, c'était pas. Non, c'est ça. Mais les gens Dessus. veulent se sentir de l'aventure, et puis depuis le départ. Et en fait, on a créé une vibe comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'organique. Ok. On n'a à aucun moment démarché des blogueurs ou des blogueuses, Ouais. ce qu'on aurait pu faire, mais et en fait, de fil en aiguille, les gens voulaient tous se poster avec, se mettre avec, et voilà. Et voilà. Après, on a poussé un peu le pas le vice, mais on a poussé un peu l'histoire avec justement la baby que tu montrais tout à l'heure. Je les voyais à Saint-Tropez, c'était les filles avec un bandeau. Exactement. Pour les mecs, hein, mais J'allais justement te parler de ça. Ce qui se passe, c'est que, comme je te l'ai dit en intro, je suis issu de la mode et de la maroquinerie. Et un jour, je décide de dire, je me rends à une teuf, un anniversaire, et je me dis, ok, bah, j'avais une baby à la maison, je vais la mettre en bandoulière qui traînait dans mon appart. Je vais mettre une bandoulière de sac à main et je vais aller à l'anniversaire comme ça. On va voir ce que Pas du tout pour créer un truc. c'est le druide en fait avec sa petite gourde. Exactement, mais vraiment parce que c'était relou de venir avec une bouteille à l'anniversaire. Juste avec une baby comme ça, moi je bois mes coups dans mon coin. T'as le petit shooter, t'as le petit verre avec. T'as le petit verre à l'intérieur en haut, et en fait ce qui se passe c'est que je vais te la prendre pour que tu vois. Mais en fait ce qui se passe c'est que je la porte à cet anniversaire. Ouais. Mais bon, c'est pas branlé à ce moment-là. Ouais. Juste une bandoulière de sac à main en cuir, rien à voir. Rien à voir avec le produit qu'on met devant les. Exactement. Et puis je décide de la porter. Et là, il y a un truc de ouf qui se passe encore. Les gens viennent me voir, les filles, les garçons, tout le monde. Ouais. Je peux faire une photo avec. Et attends, je veux poster sur Insta. Et son nouveau sac à main. Ouais. Exactement. Ouais. Et là, ça fait boum. Et à partir de ce moment-là, je comprends qu'il faut peut-être rendre le truc un peu plus sexy. Parce que pour le coup, avec la bandoulière en cuir, c'était même pas de la même couleur. Enfin, c'était pas le truc. C'est vrai que là, c'est shadé. Hein. On voit vraiment que c'est un. Là, c'est de la maroquinerie avec une idée céramique. Ouais. Exactement. Génial. Et puis voilà, on a donc développé le produit avec la baby en bandoulière. On a eu quand au départ on était au téléphone, j'étais constamment au téléphone, avec la baby c'était encore pire, puisque tout le monde en voulait. Et les distributeurs, en fait, ça partait comme des petits pains. Ouais. Et donc voilà, au départ ce produit, la baby était pas faite pour ça. Ouais. Elle est faite pour aller en mini-bar d'hôtel, de palace. Ok. Et voilà, elle devait vivre en mini-bar. Et puis elle a fini par vivre en société. En société. Exactement, elle a fini par vivre en société. Et là, donc là, tu as cette étape de la baby où tu vas la voir un petit peu partout virale sur les réseaux, etc. Comment après, toi, tu vas te dire, ce produit-là, c'est peut-être pas le même que tu vas aller vendre aux distributeurs, des restaurants, etc. Ça, c'est quoi? C'est un produit qui est axé vente directe sur votre site internet, ou tu vas pouvoir à la limite le retrouver dans des endroits style BHV, Bon Marché ou des trucs comme ça? Tu le retrouves en cave. Ouais, tu retrouves en cave. Tu le retrouves en cave. Okay. Mais ce qui se passe, c'est que les cavistes ne savent pas vendre ça. Ouais, c'est ça le problème. Ils connaissent pas. Ouais. Enfin, c'est pas leur métier, quoi. Pas leur métier. Ouais. Donc, la baby se retrouve en cave et les mecs achètent sur le site internet la bandoulière. Ouais. Ou alors achètent tout chez nous. Ok. Mais oui, la baby vit en cave. Ok, donc tu peux acheter la bandoulière aussi. Exactement. Et il y a la bandoulière pour la grosse? Non, ça fait un peu lourd. Là, ça fait lourd. Là, ça fait lourd. Surtout que regarde, tu peux peser sa bouteille, elle est quand même elle est un peu bastoc. Ouais. Elle est un peu bastoc. Bon, j'ai pas envie non plus de faire des torticolis. Non, mais c'est sûr. Et même. T'es venu pour faire de la teuf. Ouais. T'es marrant de se promener avec, et même là avec, c'est quoi, c'est 20 centilitres? 20 centilitres. Ouais, donc t'as quoi t'amuser déjà quand même. 20 centilitres, tu peux t'éclater. Ouais, que t'amuser. Et donc là, tu me parles de tout ça, ce cheminement, etc.
Toi, avant de te lancer un peu dans le business, moi, ce que j'aime bien poser, c'est l'intérêt du podcast. C'est un podcast pour les étudiants, pour les jeunes qui veulent se lancer, ou pas forcément les jeunes, mais les gens qui ont un projet et qui, un peu pas les motiver, mais leur donner des retours de témoignages sur l'entrepreneuriat. Toi, c'est quoi un peu ton parcours avant tout ça, avant la mode? Tu as fait des études, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. C'était quoi c'était quoi l'environnement qui t'entourait au début? Moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. C'est la GoPro, c'est pas. Attends, j'ai coupé. Vas-y. Alors moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Ouais. C'est vrai que mon père a toujours entrepris à fond. Ouais. Et il nous a inculqué ça aussi, mais de façon naturelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous a jamais dit il faut faire ou pour l'avoir vu. Ouais. On a répété le chemin avec mes frères. Ok. Et moi, mon background, il est simple. Hein. J'ai eu mon bac avec une mention assez bien, quelque chose d'assez incroyable au vu du parcours scolaire. J'ai été à la Sorbonne. Ok. Et au bout de 2 ans, j'ai pas complètement terminé mon cursus parce que j'ai commencé directement à bosser avec mes frères. Ouais. On avait une boîte qui était spécialisée dans l'import-export. Ok. On achetait des lots de mode qu'on revendait. Ok. Et je suis rentré dans... En fait, on a créé cette structure et puis on l'a bien développée. Ouais. Jusqu'à avoir les 8 marques, ça me parle. En fait, non, c'est encore une autre société. Encore une autre société. Celle-ci, on l'a montée très haut et puis un jour, on a décidé de tout vendre. Ok. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, je suis reparti, pas évidemment de rien, pas du tout, mais je suis reparti peut-être de zéro. D'une page blanche. D'une page blanche. Et c'est vrai que je voulais plus forcément, en fait, faire ce métier-là, qui était la mode. Pas parce que ça m'avait saoulé, mais juste parce que je me suis dit c'est bien de faire quelque chose de nouveau. Sauf qu'en réalité, c'est ce qui me passionne. Donc j'y suis revenu évidemment. Et j'y suis revenu parce que les clients continuent de m'appeler, et les fournisseurs aussi. Et j'avais beau expliquer que j'avais vendu la tôle. Et ça ne change rien, les mecs continuent de m'appeler. Donc un jour, j'ai décidé de dire ok, bon bah écoute, je vais créer une marque. Je crée une marque de maroquinerie. Je vais lancer une collection. Exactement, je vais lancer une collection de maroquinerie en Italie. Ça, t'avais quel âge quand t'as fait ça? 26 ans. 25, 26. Ouais. 26. Et là, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Ok. C'est la question que j'ai posée après. Je t'ai devancé. Ouais, parfait. Et je suis en Italie. Et donc, je vais en Italie, je recrée des collections. Et la première marque fonctionne bien. Et puis, je t'ai dit que j'étais impatient, mais je suis aussi un peu un malade. Je sais pas rester en place. Je suis un peu hyperactif. Donc, du coup, j'en crée une, j'en crée une deuxième, troisième, 5, 6, ça fuit. Parce qu'après, le produit change, mais les process, c'est plus... C'est ça, les usines. Les usines, bon, t'en as une, tu t'en trouves une deuxième tout de suite. Et puis, en fait, c'est pas... Tu multiplies le truc. Et donc, je continue, et puis je crée un groupe, des marques. Et des marques avec des notoriétés qui se font via Instagram à l'époque. Avant que toutes les agences de marketing de com viennent un peu mettre la main dessus. Et donc on bossait à l'époque, on offrait des sacs à main, et puis quand personne avait vraiment compris ce qui se passait avec les blogueurs et les blogueuses, les gens postaient, elles postaient sur Instagram, et nous, ça nous faisait une visibilité de ouf. Et voilà, en échange d'un sac ou deux, c'est un marketing un peu facile. Autant maintenant, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que la niche, elle s'est resserrée, elle a moins en moins d'influenceurs, et c'est plus quali, t'as une vraie audience, c'est le plus cher. C'est ça, exactement. Et donc là, on crée ce portefeuille de marque avec mon équipe. Et ensuite vient l'histoire d'Addiction que je t'ai raconté. Cool. Aujourd'hui, je suis évidemment sur les deux. Sur les deux pavillons. Exactement. Comment t'arrives à gérer tout ça? Parce que même pas beaucoup. C'est ça. Parce que même si les produits sont différents, ça reste quand même des univers haut de gamme, avec des exigences clients assez exigeantes, etc. Comment tu vas aller faire face à tout ça? J'ai une équipe de fous. Une équipe Vous avez combien de personnes en tout sur le... Vous êtes combien? On est une dizaine. Au Mexique, on va être aussi une petite dizaine, entre la logistique
Et en logistique, ici à Paris, on a 2-3 personnes. Ok. 2-3 personnes. C'est une petite trentaine. Mais un peu de monde. Ok. On a un peu de monde pour bosser des sujets importants. Et oui, en fait, on a quand même le client au cœur de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'on a un service client qui est ouf. Ok. Tu peux acheter un sac chez moi aujourd'hui et avoir un problème dans 10 ans avec. Tu vas être reçu comme si tu l'avais acheté hier. Ok. Et c'est très important pour nous. Et ça, c'est des marques C'est des marques d'entrée de luxe. C'est des marques d'entrée de luxe. C'est ça. Donc, on va avoir des sacs à main qui vont tourner autour de 300 €. Ok. Donc, ouais, sacs pas du quotidien, mais des beaux sacs qui vont durer 10 ans. Exactement. Tu n'auras pas de soucis, ça te génère plus tard. C'est très important pour moi de rester dans un Made in Europe. Ouais. Made in Italy, toujours. Made in Italy, on a une marque aussi qui est Made in France. Ok. C'est très très important pour moi de rester vraiment avec un environnement. On va le contrôler aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis même faire face un peu à ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est sûr. Mais comme tu le disais, je pense que c'est quelqu'un d'attaché à la provenance du produit, à savoir d'où il vient, à la qualité aussi. Je pense des rencontres humaines. Ce qu'on voit avec Addiction aujourd'hui, c'est ça. Évidemment. Je suppose qu'avec les sacs, ça doit être un peu pareil. C'est un peu pareil. Et toi, comment tu vois un petit peu le développement de ces projets-là Parce que comme tu le disais, tu dors beaucoup, c'est assez compliqué de jongler avec le kiff au début, mais qui devient en fait une vraie entreprise et l'entreprise qui est là de base. Tu vois, c'est pas évident de pouvoir jongler avec ça. Comment toi, tu vois un peu l'avenir pour ces deux projets qui sont quand même assez complémentaires? Comme c'était pas suffisant pour moi, j'ai rajouté un troisième projet. Ok. Mais ça fait un moment que je suis dessus, mais là, on a enfin officiellement eu les autorisations et le produit. C'est notre marque de tequila qui sera spécialisée dans l'averse. Ok. L'averse, pour que tu comprennes. Ouais, ce que j'ai te demander. Et quand tu vas dans un établissement, que ce soit un hôtel, un restaurant, peu importe, et que tu demandes un cocktail, les mecs ne vont pas forcément te mettre un produit premium. D'ailleurs, jamais, à part si tu le demandes, ils ne vont jamais te mettre un produit premium dans le cocktail. Ils vont te mettre un produit de verse, donc accessible, pour que justement leur cost marge soit respectée. Et on sort donc une nouvelle marque qui s'appelle Idyllica. Idyllica, ok. Je peux croiser là-haut. Ok. Donc c'est quoi? C'est des ready to drink? Ouais. Ok. T'as de la Blanco, t'as de la Reposado et t'as une Blanco au café. Ok, d'accord. Donc ça, tu peux les boire directement en cocktail avec un petit glaçon. Et ça... En fait, ça après, il faut les mixer, bien sûr. Ouais, ok. Il faut les mixer, bien sûr, mais oui, ça a vocation à vivre en cocktail, ça a vocation à vivre en grande distrib, oui et non, mais en belle grande distrib, c'est-à-dire chez Nicolas, par exemple, lui. En belle cave, etc. C'est des produits qui vont pas être chers, si tu veux. Notre Reposado, elle coûte 209 €. Après, t'as déjà ta qualité du produit, mais tu as toute la céramique aussi. C'est ça. C'est des produits que je garde. Exactement, t'as pas de péremption. Ouais. T'as pas de péremption là-dessus? Non. Donc là, tu es sur un produit de 209 € quand la Reposado Idyllica va être à 55. Après, c'est pas la même chose qu'il y a dedans, évidemment. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas la même expérience, c'est pas la même marque. En fait, l'idée et le brief est de se dire, pour 55 €, 60 € ou 65, enfin peu importe, tu as le maximum de qualité que tu puisses avoir pour ce prix-là. Ok. C'est venir... En fait, je veux venir faire un... En fait, j'aimerais un peu dépoussiérer le truc, de dire, on vous vend de la tequila... soi-disant pas mal, mais avec dedans, il n'y a rien de spécial. Moi, je veux te mettre un produit de ouf pour un prix de ouf aussi. C'est qu'est-ce qui fait une bonne d'une mauvaise tequila? Il y a forcément c'est l'agave, forcément le temps de maturation, et après, c'est quoi les autres facteurs? Déjà, si tu utilises des agaves qui sont bien mûres, tu as gagné plus ou moins la partie. Dans le sens où tu n'auras pas forcément de maux de tête le lendemain, tu n'auras pas forcément de maux de dépend combien t'en bois. C'est ça, mais moi, pour avoir fait le test, je dis, j'avais vu. T'es vraiment impec. T'es vraiment impec. Pour te dire, à ce moment-là, au lancement d'Addiction, je courais énormément. Je faisais beaucoup de runs. Et je me mettais des tôles comme pas possible. Et le lendemain, j'ai été impec sur le tapis en train de courir. Et je faisais des bandes tranquilles. Donc non, en fait, c'est comme tous les produits du monde. Donc, si tu bois bon, si tu manges bon,
Ah non, c'est sûr. Rêver, le SAV, il il est bon. est bon. Ouais, les gens en parlent, ça fait une bonne com. C'est ça. Non, c'est sûr. Et toi, tu vois comment un peu... La suite? Alors, j'allais te poser la suite, mais c'est un peu... Il y a l'émergence aussi de plein de boîtes de tequila, un peu. Tu vois, un peu sur les réseaux, il y a plein de célébrités qui lancent leur marque. Le marché est ultra porteur. Comment ouais, tu vois un peu la suite après? Et un peu la concurrence des autres. Bon, la concurrence est sans aucune prétention, je regarde pas forcément. Ouais. Parce que moi, je suis dans mon segment. Ok. Premium. Ouais. Mais évidemment que si tu me parles de The Rock qui est attaché à une marque de tequila, Ouais. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. C'est sûr que c'est... Le mec, il doit avoir 200 millions de followers sur Instagram. Ouais. Moi, j'ai 1000 parce que je suis fermé. Mais même si je suis ouvert, j'aurais peut-être 2000. Ouais. Hein. Et non, en fait, je pense qu'il faut pas regarder. Il faut pas regarder. Faut que je trace mon chemin. Ce que je fais plutôt pas mal, je crois, jusqu'à maintenant. Et après, le reste vient plus ou moins tout seul. C'est des phrases un peu bateau, tu vois, mais c'est la vérité. T'as des embûches un peu qui arrivent par-ci par-là, tu fais avec. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, c'est la vie d'un chef d'entreprise. Là, C'est ça. Mais je suis bien entouré. Ouais. Et c'est important de bien s'entourer, je pense, surtout dans les projets comme ça. Indispensable. Indispensable parce que tu vois, encore aujourd'hui, on a des problèmes de logistique de ouf. Hein. Encore aujourd'hui, quand ta marchandise elle doit arriver le lundi, elle arrive 3 semaines après. Ouais. Et comment tu fais quand tu dois livrer ton distributeur? Comment tu fais quand t'as une teuf un soir Donc, bien sûr. Il faut pouvoir être bien entouré et bien c'est une question de setup. Parce que vous faites un peu, tu parlais de teuf, etc. Vous faites un peu d'événementiel, je suppose, pour faire goûter les produits. Oui. Ouais. Oh non, on fait des teufs. On en fait pas mal dans le sud parce que c'est plus propice. Ouais, c'est sûr. T'as plus envie de faire la fête. C'est sûr. Quand il fait 25 degrés. Au mois d'août. C'est ça. Mais après, nos distributeurs font aussi et sont tenus de faire goûter des events. Pas mal d'events dans les marchés locaux. Ok. Là, on a fait un gros event en Roumanie. Ok. Et avec Addiction à la carte. Ok, trop cool. Comme ça, les mecs vraiment arrivent à s'éduquer. Ouais. Mais c'est le cas un peu partout avec tous nos distributeurs. Ok. Et là, comment tu vois un peu la suite de la marque? La suite, on est en train de développer encore des produits. Ouais. Forcément, c'est un perpétuel recommencement. C'est ça. T'as tes iconiques et après, exactement. T'as game qui va à côté. On sort un nouveau mezcal. Ok. On touche pas à ce qu'on a. Hein. Ouais. On touche pas à ce qu'on T'ajoutes. J'ajoute. Ok. On sort une nouvelle añejo qui s'appellera Reserva Spécial. Ok. Donc c'est une quantité spéciale, une réserve spéciale, qui a pour but d'être un peu plus sec. Ok. Un peu plus sec. Ouais, quand tu m'as fait goûter l'autre jour, c'était bien, c'était sur le fruit. Bon, c'était pas sur le fruit, mais c'était gourmand, quoi. C'est ça, c'était gourmand. Ouais. Celle-ci, on va la goûter après, peut-être hors antenne. Ouais, soit. Mais on n'est pas ce que t'en penses. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses, mais c'est vrai que comme c'est des produits très maturés, forcément, t'as le goût de bois qui vient vraiment que tu retrouves, que tu ressens. Donc forcément, c'est des produits qui sont très gourmands. Donc on est venu faire une nouvelle añejo qui va sortir au mois de février-mars. Ok. Avec un écran marron, un truc super beau. Tout sympa. Exactement. Et après, on bosse sur une extra añejo. Ok. C'est plus de 24 mois. Ouais. Bah là, c'est encore plus ouf, c'est que on a en fait, on a récupéré un batch qui existait déjà, qui a 8-9 ans. Ok. On le fait déjà maturer depuis plus de temps. Depuis quelques temps. Et donc en mettant évidemment nos recettes, nos ingrédients. Et ça, je sais pas quand est-ce qu'on va la sortir, mais il y aura 200 bouteilles pour le monde. Donc c'est une édition très spéciale. Quasiment rien parce que déjà quand tu es dans 24 pays, je te laisse faire le calcul. Ouais, ça fait 10 bouteilles, même pas 10 bouteilles d'orteils. Donc ça va aller très vite, mais ça va être un produit ultra exclusif. On travaille sur une bouteille aussi ultra exclusive. On ne change pas la bouteille évidemment, mais on vient faire quelque chose de fou dessus. On verra ça après. Exactement. Et voilà. Trop cool. Moi j'ai une petite question sur toi, les petits conseils que tu donnerais aux jeunes qui veulent entreprendre. Tu as entrepris jeune, tu es encore jeune aujourd'hui, tu as plusieurs boîtes. Comment tu vois un peu Je ne veux pas avoir peur. Ouais. Après une petite entracte dégustation de tequila. Hors antenne. Hors antenne, bien sûr.
à consommer avec modération, bien évidemment. Je voulais savoir. Ça dépend. Ça dépend. Mais quand même. Mais ça dépend. Je voulais savoir un peu, toi, tes pensées sur les petits conseils aussi que tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer dans le business en général. Parce que la tequila et même la mode, tu vois, c'est des process, comme tu l'expliquais, où tu as toute une marque, un branding à mettre en place, des fournisseurs à trouver, des galères aussi. Toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui? Tu vois, moi, j'ai 22 ans, j'aimerais bien avoir un gars qui me dise quoi faire ou pas, tu vois. Alors, je pense qu'en fait, ce qui est indispensable, c'est de ne pas avoir peur. Ouais. C'est dur. C'est dur de l'appliquer. Ouais, tu m'étonnes. Mais il faut se dire que tu es capable d'y aller. Déjà, il faut avoir confiance en soi. Ouais. Confiance aussi en ce que tu veux faire. Ouais. Parce que peu importe, si tu as envie de faire une marque de chaussettes, si tu as envie de faire une marque de miroir ou enfin, tu vois, je sais pas. De tout. Ouais. Si tu crois pas en ton produit, déjà, tu es mort. Ouais. Si tu crois pas en toi, tu es mort. Si tu crois pas Déjà, il faut croire que tu es capable de changer ce qui est déjà. Ok. Tu viens pour faire un copier-coller, tu sers à rien. Non, c'est sûr. Ouais. Donc, faut que tu ta petite touche de singularité. Exactement. Tout ça. Exactement. Et puis après, il te faut aussi une bonne étoile. Hein. Ouais. Alors, tu sais, j'ai beau raconter l'histoire d'Addiction, c'est toujours la même finalité. Bon, je suis croyant, mais même celui qui n'est pas croyant, je pense que, en fait, tu te rends compte que le bon Dieu est venu et a posé ses doigts sur la marque et sur l'histoire. Parce que sinon c'est impossible qu'un petit gars qui n'est pas issu de l'alcool vienne. Avec un projet, avec un délire, tu vois. Exactement, arrive à faire son trou au milieu de colosses. Au milieu de colosses, hein, parce que attention que les mecs qui sont dans l'industrie, c'est pas des rigolos. Hein. Donc non, si t'as pas aussi une partie de chance avec toi, une partie du bon Dieu comme je l'aime l'appeler, tu peux essayer. Il faut savoir la saisir aussi, la chance. C'est sûr et certain, mais ça se saisit comment? En te pleurant le matin, En pleurant le matin et en allant en ayant des idées, Ouais. en travaillant, en prenant des risques. C'est sûr que si tu restes dans ton lit, je sais pas ce que Dieu va pouvoir faire pour toi. Tu m'étonnes. Mais oui, après oui, il faut c'est encore ces bateaux, mais il faut travailler, il faut pas avoir peur de travailler. Tu me parlais d'un accomplissement là, que tu avais eu dernièrement en faisant goûter ta tequila au Mexique. Ouais. Est-ce que tu avais une petite anecdote à nous raconter? Ouais, en fait, tu me posais la question de savoir si les Mexicains avaient approuvé le produit. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je suis là-bas et que je fais donc des testings ou des masterclass. Tu fais tester combien de fois par an un produit Addiction? Avant que ça sorte ou Non, en général. Je peux même pas Des centaines de fois. je peux même pas te dire. Plus que ça. Ouais. Plus que des centaines. Vraiment, c'est constant. Ok. Tout le temps. Même là, regarde, tu vois, on vient, on goûte. Tout le temps, encore hier, encore avant-hier, enfin tout le temps. Et là, ça va s'intensifier. Justement, Idyllica, parce qu'il va falloir que je fasse le testing de tout. Donc, mais constamment. Et en fait, quand je suis au Mexique, je fais goûter le produit, etc. Et je me retrouve avec un gars qui est devenu mon pote. Un gars qui a 130 points de vente au Mexique. Ok. De resto, boîte de nuit, petit resto mexicain aussi, tacos, tu sais, des corners. Taqueria, là, si tu veux. Taqueria, non? Non. Comment ça s'appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Tacos Liria. Ok. Ouais. Et en fait, non. Et on s'est pris d'amour autour de la tequila, évidemment. Ouais. Et quand je lui ai fait goûter, le mec a dit, mais comment c'est possible qu'un Français, presque un Français de merde, comment c'est possible que tu arrives à révolutionner ce que nous connaît. Ça vient de chez nous. Comment est-ce que toi, tu peux nous apprendre à nous comment boire de la tequila? Et ouais, c'est une histoire qui est restée. Depuis, on n'est pas de grave. Enfin, on a toujours été potes d'ailleurs depuis l'histoire, mais ouais, en fait, chaque fois que je fais goûter Addiction à des Mexicains, c'est toujours la même réaction. Tu nous surprends. Ouais, c'est fou. C'est sympa. C'est une belle reconnaissance des... Et c'est incroyable parce que les mecs m'ouvrent la porte comme t'as pas idée. C'est-à-dire que je te parlais du fait que c'était un monde de gros, puissants. Les mecs, en fait, les patrons de chaînes, les patrons de restaurants, les patrons de groupes, t'ouvres les portes, te disent, au Mexique, te disent,
t'es chez toi, chez moi. Ouais. Bah, Ouais, parce que ton produit est bon, t'es là, tu sais le vendre. bien sûr, mais Ouais. tu vois, on n'a pas grandi ensemble, on n'est pas Non. copains, on n'a Pas la même culture. pas la même culture. On Ouais. s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, sûr. ok, des potes. Mm. Ok, je pense pas que l'amitié, ça soit une question de temps. Je pense pas que parce qu'on se connaît depuis 5 minutes ou on se connaît depuis 10 ans, Ouais. on peut Des mesurer. coups de foudre amicaux, Exactement. ouais. Mais pour te dire, les mecs t'ouvrent la porte comme si que, en fait, tu fais partie des leurs. Ok. Et c'est extraordinaire à chaque fois que je suis au Mexique. Je suis comme un dingue parce que les mecs me reçoivent avec un tel amour, un tel engouement. C'est toujours Ah, ouf. c'est génial. C'est toujours ouf. Et la prochaine étape, ouais, donc développer la marque, développer Idyllica. C'est ça. Et donc là, tous ces projets, là, ça arrive rapidement. Ça y est, on y est. Hein. Idyllica, on lance la distribution à partir de la semaine prochaine. Ok. Ah, donc ça arrive Et pour les fêtes. Ça y est. Ouais. Au nouvel an, on en verra. Exactement. Et Addiction, voilà, on continue de développer à fond les ballons. L'objectif, c'est quoi, Addiction? Vous avez une vision ou Non, la vision, c'est d'être. toujours le kiff? Ouais, c'est toujours le kiff, mais comme je te l'ai dit aussi, moi je sais pas rester à ma place. Ok. Et l'objectif, le vrai objectif, inavoué et avoué, les deux, c'est d'être numéro 1 dans le secteur. Hein. Ok. Donc demain, après-demain, Ouais. mais pas après-demain, parce que T'es impatient? ce que tu sais. Ouais. Mais oui, non, c'est l'objectif. Et Idyllica, pareil. On a de superbes retours des sommeliers, des gens importants de ce monde-là. Tout le monde est super enthousiaste à l'idée de Idyllica, notamment de la référence qu'on a faite au café. Ok. Parce que, en fait, ça existe déjà des liqueurs de café, mais nous, on a fait une tequila Au café. ce qui change tout. Mm. Parce que C'est aromatisé au café ou le café en fait, on vient mettre des grains de café torréfié dans des fûts. Ouais. Ah, donc ça prend vraiment le goût, ça prend vraiment un strateur. Exactement. Ouais. Donc en fait, on n'est pas sur une liqueur. Il n'y a Ok. pas de sucre. Il y a du café, de la tequila, Et voilà. that's it. Ouais. Et d'ailleurs, tu me dis saveur, la tequila s'appelle justement tequila blanco sabor Ok. café. Ok. Ah, donc génial. Et donc là, ça c'est envoi 2025. Volonté d'être un gros parmi les gros. Gros parmi les gros, d'être une grosse marque en tout cas. Grosse marque. Être une grosse marque, hein, un gros. On verra. Ça prendra. On verra, mais donc, d'être une grosse marque, oui. D'être une très grosse marque, oui. Et avec sa petite sœur Idyllica, ils vont bien s'amuser, je pense. Ouais, c'est complémentaire en plus. Ouais. C'est ça qui est cool. Ok, bah trop cool. Et moi j'ai un petit jeu à la fin, ce que j'aime bien demander à les intervenants. Non, c'est pas un faire. Je vais faire un pierre feuille ciseaux quand même. Allez. Ok. Si. En quoi? En 1. En 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Vas-y. J'ai gagné. Ouais, j'ai perdu. J'ai gagné. Ils ont vu la vidéo. Après, on peut faire un morpion. J'ai un morpion aussi ici. Je sais pas jouer. Ah si, mais Morpion, je suis con. Vas-y. Comment on monte déjà la caméra sans tous bouscule? Tac. Ça se. C'est Ouais, laquelle? ça se voit là. Oui, ici, je pense que ça se voit. Ok, alors vas-y, je t'écoute. Donc toi, tu prends les bouteilles ou les soleils? La bouteille. Non, pour les bouteilles. Moi. Tu commences? Allez, avec plaisir. Je vais essayer de le mettre là. Comme Attends, ça, on va pas voir. là. Non, t'en as pas d'autres. Ok. De quoi? À toi. Attends, je vais me mettre. Toi, tu commences ici, je pense que j'ai gagné. T'as raison, on va faire match nul. Merde, je suis un abruti, faut que je fais ça. Toi. On va faire match nul. Ah, ça va, tu es nul. Dommage. Bon, bah, match nul. Ouais. Ok. Bon, on se fera un match nul, c'est nul. Ouais, c'est un match nul. Allez, C'est nul, un match allez, on nul. en remet une. Voilà. On en remet une. Donc là, si ça te dérange pas, je vais commencer. Ah, pas de soucis. Ça va, tu prends les. Non, je reste sur les soleils. C'est toi Ouais, l'invité. magnifique, Enfin, moi, je suis l'invité de ton podcast, mais t'es l'invité chez moi. Allez, magnifique. Vas-y, c'est bon. Je pense que j'ai gagné là. Ouais, aussi. Hein? Merci d'être passé. Ouais, putain. Voilà. Couillon. Addiction, success toujours. Merde. Ouais, comme je vous le disais, j'ai un petit jeu à la fin. J'aime bien demander à mes intervenants de pitcher leur boîte pendant plus ou moins 1 minute.
D'accord. Donc, je te laisse si tu veux regarder la caméra. Est-ce que je te pitch Addiction? Addiction, ouais. Ok. Pas mal. Très bien. Ouais. Je Je te vais laisse. savoir parce que comme on a parlé de... Ah ouais, non, ouais, je pense Addiction, c'est sympa. Ok. Ouais, c'est bizarre aussi en face cam. Ouais. Déjà. Mais bon, on devrait faire. Non, de te pitcher Addiction avec plaisir. C'est une marque qui me tient tout particulièrement à cœur. J'essaie de révolutionner à mon échelle ce spiritueux. J'essaye d'y apporter toute ma force, Oui. ma conviction et mon amour. Et jusque-là, on me le rend super bien. Ok, C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais j'ai eu un élan d'amour au lancement assez incroyable et qui est toujours là justement aujourd'hui. Et l'idée, c'est voilà, de mettre Addiction sur l'échiquier mondial et de rendre cette marque la numéro 1. trop cool. Voilà. Donc, merci beaucoup, Kevin. Si tu as des Merci à réseaux toi. à nous communiquer, je suis toujours preneur pour parler Non, de mais la... après, on peut nous suivre la sur Addiction Tequila, Addiction.tequila, Ouais. ADICCION.tequila. Et Idyllica, c'est la même chose, Idyllica Tequila, en un seul mot. Là, je sais pas poser la question. Addiction ou addition? Ah, c'est un sujet aussi de controverse. On ne sait pas. Je sais pas. On Tu sait mets pas. le flou. Au Mexique, c'est Addition. Ouais. Et moi, comme j'ai un peu américanisé le truc, étant donné que j'ai une culture américaine, c'est pas du tout vrai, mais j'appelle ça Addiction. Ok, bah trop cool. Addiction. Addiction. Ah, c'est plus ricain. Fais ça. Toi, tu préfères quoi? Moi, je suis plus dans le traditionnel. Addition. Et les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent exactement. Les deux fonctionnent très bien. Si les gens le retiennent, le but, c'est que les gens le retiennent. Exactement. Donc, c'est essentiel. Exactement. Et bon, en tout cas, merci beaucoup, Kevin. Merci à Je te toi. dis à très vite. Et bonne continuation pour la suite. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on fait? On se serre la main, on se check, on se... C'est à toi. Avec plaisir. Tu sais comment ils font au Mexique? Ça, tu vas me filer. Au Mexique, ils ont un check très particulier. Lève-toi. Donc, ils se serrent la main d'abord. Ouais. Après, ils se câlinent. Hein. Et après, ils se resserrent la main. Ok. Après, On va le faire. Tac. Tac. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé l'échange inspirant. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un de nos prochains épisodes. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation, poser vos questions et découvrir du contenu exclusif. Votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à partager encore plus d'histoires fascinantes. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau podcast.